Rebonjour à toutes et tous. Donc, on est ravis de relancer les discussions cet après-midi avec une présentation du programme de la démarche capitalisation des expériences en promotion de la santé qu'on a choisi de faire à trois voix pour vous montrer, donner à voir aussi différents points de vue sur cette démarche qu'on va vous présenter. Et puis pour se réveiller tous ensemble après la pause déjeuner, moi je souhaitais commencer l'intervention par une question toute simple. C'était vous demander si vous aviez dans la salle déjà consulté, utilisé, lu, découvert des travaux de capitalisation. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce que c'est? Alors, je crois avoir reconnu aussi dans la salle des gens qu'on a déjà croisés à la SFSP, donc il y a des mains qui devraient se lever. Alors, Andrea s'est triché. Ok. Est-ce que certains d'entre vous veulent élaborer un peu plus? C'est des travaux que vous avez lus, auxquels vous avez participé? On gardera la question pour le moment de questions-réponses dans 45 minutes. Si, Moi, j'ai fait appel, je vais présenter la capitalisation à la conférence Innovae le 28 juin dernier. Et je suis allée sur votre site pour imaginer aussi sur un projet sur lequel je travaille une capitalisation. Et j'ai pris contact avec aussi avec Madame Cotillot. Moi, ce qui m'avait interpellée, c'est le coût d'accompagnement pour cette capitalisation dont on n'avait pas entendu parler à la conférence Innovae. Et du coup, ce sera peut-être en réponse à la fin de votre intervention, mais faut-il prévoir dans nos projets un financement de la capitalisation de nos projets dont on n'a pas la certitude qu'ils soient efficients? C'est une excellente question. Et pour y arriver, je vous propose d'abord qu'on présente aussi à toutes les personnes qui n'ont pas levé la main de quoi on parle quand on parle de capitalisation, en sachant que c'est donc vraiment une démarche qui se développe et qui peut effectivement vous concerner à la fois tant pour consulter des travaux de capitalisation que potentiellement contribuer à des démarches et être vous-même, enfin voilà, faire l'objet d'une démarche de capitalisation. Vous avez aussi... Voilà. Il faut que j'appuie sur quoi pour défiler? Ok, c'est bon. Merci. La question suivante que... D'accord. Est-ce qu'il faut que je parle dans le micro pour capter quand même le son? Là, vous profitez de la présentation de notre capitalisme. Yeux fermés, c'est magnifique. Ok. On peut venir. Et si je parle, non, c'est bon? Il avait mis des haut-parleurs derrière. Ok. Je continue à parler dans le micro, ça ne change pas. Oui, non, ça c'est... Ok. Donc la deuxième question que je souhaitais vous poser, mais pour peut-être aller plus vite, je vous présente tout de suite l'outil. Hein, c'est aussi le premier élément à retenir de notre présentation, c'est que tout ce qu'on va vous présenter, toutes les expériences dont on va vous parler, vous pouvez les retrouver et en retrouver aussi énormément plus donc sur le portail des données expérientielles, dont l'adresse est relativement simple à retenir, hein, puisque c'est www.capitalisationsanté.fr. Et c'est vraiment le site sur lequel vous retrouverez tous les travaux et tous les outils de la démarche qu'on va vous présenter. À ce jour, donc Clémentine m'a rappelé que le portail a maintenant plus d'un an puisqu'il a ouvert en mai 2022 et vous avez à ce jour plus d'une centaine de travaux qui existent, dont aussi par chance ou par aléa, en tout cas du fait qu'on a bénéficié aussi souvent de ressources par le Fonds de lutte contre les addictions
pour financer des projets de capitalisation qui portaient sur des actions concernant les addictions, potentiellement beaucoup de ressources qui pourront vous intéresser sur ce portail, même s'il n'a pas vocation à ne concerner que le champ de la lutte contre les addictions. Donc aujourd'hui, si on est venu à trois voix, c'est pour vous présenter aussi la capitalisation sous trois angles différents. Celui de la démarche nationale que je vais vous présenter dans un premier temps avec un retour sur ce que c'est que cette démarche, qui travaille dessus, comment ça fonctionne. Et puis ensuite, je passerai la parole à Céline Petineau de l'IREPS pour qu'elle vous présente aussi en pratique qu'est-ce que c'est que faire vivre la capitalisation dans un IREPS. Et puis, je passerai la parole ensuite à Bastien Blanchet donc pour nous présenter en fait concrètement une démarche de capitalisation qu'il a accompagnée. Qu'est-ce que contenait cette démarche de capitalisation et quels enseignements tu en as tirés. Pour vous présenter dans un premier temps la démarche nationale de capitalisation, on souhaitait rappeler effectivement d'entrée que c'est une démarche aujourd'hui copilotée par la SFSP, donc la Société française de santé publique pour laquelle je travaille, et la FNES, la Fédération nationale d'éducation pour la santé. Mais c'est avant tout une démarche collective qui vit grâce à un collectif d'acteurs qui s'est rassemblé autour de cet objectif partagé de faire reconnaître les savoirs expérientiels et de se doter d'outils pour pouvoir les formaliser et les partager. Et vous retrouverez sur cette slide l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui composent ce groupe de travail, parmi lesquels, et on en est très heureux, aussi l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes et en l'occurrence Andrea Sani que vous avez entendu plus tôt ce matin. La démarche de capitalisation, et je vais en dire juste un demi-mot parce que je sais que Céline veut revenir dessus, elle est issue de l'initiative Inspire-Idée, qui est vraiment une initiative nationale et une réflexion collective sur les mécanismes et les dispositifs de partage de connaissances que pilote Santé publique France, non ? La DGS, auquel participe Santé publique France. Et c'est de cette démarche qui articule aussi tout le volet sur les données probantes qui vous a été présenté ce matin, qui est issue aussi dans un second axe, la démarche de capitalisation. Alors, la capitalisation, son essence, c'est vraiment de chercher à transformer le savoir issu d'expérience en connaissances partageables. On s'inscrit complètement dans la présentation que vous avez faite, Nolwenn Stevens, ce matin, en s'intéressant à toutes ces données issues de l'expérience, ces données expérientielles dont on connaît la valeur, dont on reconnaît l'importance, mais où se posent énormément de questions sur comment formaliser ces données, comment les rendre accessibles, comment les partager. La capitalisation, en ça, s'attache à produire des données qui vont être utiles à l'action et à la décision. Et ce savoir issu de l'expérience, notamment le savoir issu de l'expérience de professionnels, il a de multiples utilités et il contribue donc à cet ensemble de données probantes, pas seul à éclairer la décision, mais comme vous l'avez vu ce matin aussi, de façon complémentaire aux données scientifiques et à d'autres savoirs tacites, à donner les moyens aux acteurs de pouvoir construire des projets, mieux les comprendre, et puis aussi voilà, comme je disais, compléter les données issues de la recherche et les bases existantes, que ce soit la base OSCAR ou le portail des interventions probantes. On considère que la capitalisation, elle vise plusieurs objectifs, et donc en tant que démarche qui vise à formaliser les données issues de l'expérience, elle a une première visée qui va être dans l'ordre des cases qui sont affichées, pas la première colonne, mais la deuxième. C'est une finalité de faire connaître, partager l'information, pouvoir construire un corpus d'enseignements et de données qui explique vraiment comment marchent les interventions. Une description fine à la fois des conditions de conception de cette intervention, des conditions de mise en œuvre d'une intervention et aussi de l'évaluation quand elle a lieu de cette intervention. Elle documente, comme c'est écrit, vraiment finement comment se déploient les interventions, quelles stratégies ont été employées, quels modèles logiques
a suivi cette action, sur quelles données théoriques aussi elle s'appuie. Ça fait partie des éléments qui sont capitalisés. Et tous ces éléments-là, ils sont abordés à travers le recueil du récit, du projet par ceux qui l'ont mené. Donc avoir vraiment aussi cette dimension de recueil de récits et recueillir ainsi l'expérience. Pardon, je suis très perturbée par le fait de devoir tenir le micro, mais excusez-moi. Voilà, cette question-là, faire connaître, produire de la connaissance sur les interventions, c'est la première finalité. La démarche, elle a été vraiment construite méthodologiquement sur le principe aussi de mobiliser les personnes qui ont porté les projets pour aller recueillir auprès d'eux ce savoir expérientiel. Et donc, c'est vraiment des acteurs qui sont mobilisés, impliqués dans les démarches de capitalisation. On va à leur rencontre et c'est vraiment un processus actif pour ceux qui ont porté les actions. Et en ça, on pense que ça a aussi une finalité d'auto-formation, une finalité réflexive pour tout acteur qui participe à une démarche de capitalisation à travers donc, un temps d'entretien approfondi. Ça déjà offre un espace parfois rare dans vos agendas, dans les agendas des professionnels, de prendre 2-3 heures pour raconter son projet, le creuser, vraiment l'approfondir avec quelqu'un qui vient à votre rencontre pour en parler sans être un évaluateur, sans être votre financeur. Ça peut avoir des avantages aussi de pouvoir parler à bâton rompu avec quelqu'un qui vient juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a marché, quels effets ça a produit. Et c'est pour ça aussi qu'on souligne la finalité pédagogique, ou en tout cas la finalité aussi pour les personnes porteuses de projets qui participent à des démarches de capitalisation. Par ailleurs, la capitalisation, elle vise aussi des objectifs qu'on a appelés stratégiques et politiques. C'est qu'on pense que les données qui sont produites à travers des démarches de capitalisation, elles peuvent aussi nourrir et éclairer la prise de décision, nourrir les réflexions qui peuvent avoir lieu en ARS, par exemple, en sachant que ça, on va dire, à la hauteur qui est celle de la démarche de capitalisation. On ne pourra pas répondre à des questions voilà, économétriques sur les impacts ou proposer quelque chose d'équivalent à des démarches d'évaluation. Ce n'est pas ça que propose la capitalisation. Par contre, c'est aussi un outil qui permet vraiment de faire connaître concrètement qu'est-ce qui se passe quand on finance un projet de lutte contre les addictions. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement, comment ça marche. Et c'est un type de données, toujours dans ce triptyque, au moins aussi complémentaire qu'une évaluation de résultats où on sait quel pourcentage de la population a été touché. Si on ne sait pas ce qui a été fait pour toucher tel pourcentage de la population, il manque une partie des données probantes, comme vous l'expliquait Nolwenn Stevens. Et enfin, par ailleurs, un point qu'on voulait aussi rappeler, c'est que cette démarche de capitalisation, elle a été, j'ai oublié de le préciser, effectivement, elle a été construite par ce groupe de travail collectif. Aujourd'hui, elle a abouti, elle est là. Elle a abouti à la formalisation d'outils et ces outils, on continue de les développer en construisant aussi des liens avec la recherche, notamment avec la recherche interventionnelle et en réfléchissant de façon continue à comment améliorer cette méthode et cette démarche qui a été construite. Je pense que je vous ai présenté déjà de façon un peu décousue toutes les briques qui constituent les activités aujourd'hui du groupe de travail national capitalisation. La première concerne effectivement la création d'une méthode. Le second pilier, c'est celui du portail qui permet aujourd'hui de centraliser toutes les ressources et tous les travaux produits avec cette méthode de démarche de capitalisation. On a aussi construit un module pour apprendre à celles et ceux qui le souhaitent comment mettre en œuvre cette méthode. Et c'est comme ça que moi j'ai eu le plaisir de rencontrer Céline et Bastien notamment. Et puis on a aussi mis en place une communauté de pratique pour que vive en fait cette pratique de la capitalisation. La dynamique continue de se déployer. On continue à former chaque année de nouveaux accompagnateurs, à se déployer en région et puis aussi à mener des travaux de capitalisation qui sont des travaux de capitalisation thématique, comme celui alors on en a mené à la SFSP entre 2019 et 2022 autour de la prévention de tabac, le projet DECAP, autour de la réduction des risques alcool, le projet SERA.
C'est vraiment des projets qu'on a portés à la SFSP dans une logique proof of concept, preuve de concept, c'est-à-dire tester ce format-là. Est-ce que des projets, ça marche? Comment ça fonctionne? Et à l'avenir, on soutient le fait que d'autres acteurs s'emparent de cette méthodologie et réalisent leurs propres projets. Aujourd'hui, par exemple, la Fondation de France mène un projet sur les équipes mobiles en santé mentale auprès des jeunes en utilisant cette méthode. Mais donc, nous, on n'est plus porteurs de ce projet-là. Alors, je voulais quand même vous présenter en 5 minutes chrono pour laisser la parole après à d'autres quelques éléments sur la méthode pour pouvoir peut-être vous faire un peu mieux comprendre de quoi il s'agit quand, depuis tout à l'heure, je vous parle de se lancer dans une démarche de capitalisation, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça produit très concrètement. La capitalisation, son cœur, son essence, c'est vraiment cette question de comment. Comment faire, comment décrire, qu'est-ce qu'on peut connaître d'une intervention pour expliquer comment elle a eu lieu, dans quel contexte, pour répondre à quels besoins, comment les besoins avaient été objectivés, comment ensuite elle a été mise en œuvre, comment les personnes qui l'ont mise en œuvre en ont tiré des enseignements, quels enseignements, et quels effets cela a abouti à produire et comment ces effets ont été mesurés. C'est pour ça que la méthode de CAPS, pour capitalisation des expériences en promotion de la santé, elle permet de décrire finement des données de différents types. Nowen Stevens a rappelé qu'il y avait vraiment une multitude de données derrière cette notion de données probantes. Et dans une démarche de capitalisation, on va vraiment chercher à recueillir des données qui portent tant sur l'intervention en elle-même que son contexte, que des données qui sont aussi les savoirs tacites des professionnels qui ont mené cette intervention. Et en ça, il s'agit vraiment aussi d'une méthode qualitative qui conduit qui a été construite à partir de bases scientifiques qualitatives, notamment en sciences humaines et sociales, à recueillir à travers une grille d'entretien, mais aussi le récit plus libre des contributeurs, un ensemble d'informations, leur expérience qu'on objective à travers cet entretien qui permet de recueillir l'information. Donc cette slide-là, c'est encore une autre façon de représenter le schéma qui vous a été présenté une fois à 9h, une fois à 11h. Donc si vous préférez les diagrammes de Venn, il existe aussi la version diagramme de Venn, donc pour les données probantes. Et puis, ce que je voulais aussi souligner, c'est peut-être plutôt cette deuxième présentation qui est issue de la note pédagogique de la FNES, pour montrer aussi effectivement que la capitalisation, elle contribue à produire des données, mais qui se situe dans une partie du champ de la production des données probantes. On n'a pas vocation à répondre à la question « est-ce que ça marche ?» On a vocation plutôt à vraiment nourrir des travaux qui expliquent comment les effets obtenus par une intervention ont-ils été obtenus et est-ce que ça peut marcher dans d'autres contextes et comment ça pourrait marcher dans d'autres contextes éventuellement. Pour conclure, avant de passer la parole à Céline, 4 éléments clés à retenir peut-être sur comment ça marche en pratique une démarche de capitalisation. Le premier élément, c'est que c'est une méthode qui a été construite en posant comme hypothèse forte le fait que pour expliciter les savoirs tacites qui sont détenus par des porteurs d'intervention, des porteurs de projets, il est nécessaire d'avoir une personne tierce qui vient à leur rencontre pour que dans un moment où le porteur de projet raconte son projet, le confronte à un regard extérieur, il y ait toute cette maïeutique qui permet au savoir tacite d'être explicité. C'est pour ça que toute démarche, elle repose sur le principe d'un binôme qui aboutit aussi à une autre façon de présenter les choses, c'est que la personne qui peut accompagner une démarche de capitalisation, ce n'est pas le porteur de projet lui-même sur son propre projet. Et c'est là que vous pouvez commencer à voir la problématique des coûts que ça représente, puisque ça oblige effectivement à faire appel à quelqu'un d'autre pour mener la capitalisation d'une intervention ou d'un projet. Dans notre jargon, on appelle ces personnes, donc le contributeur, c'est le porteur de projet, l'accompagnateur en capitalisation, c'est la personne qui mène les démarches.
on n'a toujours pas trouvé de formule plus courte qui ne soit pas capitalisateur ou capitalise quelque chose de moche. Et si vous avez des idées d'acronymes, on continue toujours à chercher un acronyme plus court. Cette démarche aussi, de façon très très simple, elle consiste en 5 étapes, hein, toujours un temps de cadrage de la démarche qui est extrêmement important, puisque toute intervention ne peut pas faire l'objet d'une démarche de capitalisation. Et là, on reprend aussi des principes qui ont été développés par Noven Stevens ce matin, c'est-à-dire qu'il y a des critères qui rendent éligible ou pas une démarche qui rendent éligible ou pas un projet à sa capitalisation, et notamment des critères des critères liés à la fois à l'éthique en promotion de la santé et aussi aux critères reconnus comme garant d'une certaine efficacité des interventions en promotion de la santé. Donc, si vous voulez apprendre en détail tous ces critères, n'hésitez pas à déjà consulter le site et ou vous intéresser au module de formation. Ensuite, on a cette étape 2 qui est vraiment centrale, qui consiste à aller rencontrer, observer, voir, aller à la rencontre des personnes qui portent les interventions pour ensuite les analyser et en faire des supports écrits qu'on travaille ensuite dans une étape 5 autour à la fois de leur diffusion, mais aussi de leur appropriation possible par d'autres intervenants. Troisième info clé, la démarche de capitalisation, donc, qui permet d'aboutir à la production de documents écrits, les fiches de capitalisation, elle peut porter sur des interventions variées. Il peut s'agir d'interventions qui sont des programmes de santé publique, dont par exemple aussi sur certaines thématiques, des interventions de prévention tabac, des interventions de promotion de la santé. Mais les démarches de capitalisation, elles peuvent aussi prendre comme objet une innovation organisationnelle, un nouveau type de fonctionnement, un nouveau type d'acteur. J'ai mis en exemple, je crois, l'exemple de la coopérative d'acteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est un dispositif innovant financé par la RS Île-de-France, qui finance en fait de la coordination. Donc c'est un dispositif vraiment d'animation territoriale plus que de programme de promotion de la santé en tant que tel. Et c'est tout à fait, il est tout à fait possible de le capitaliser avec la démarche CAPS. Et puis ça permet aussi, à travers des fiches de capitalisation, parfois de capitaliser un programme, mais sous un angle hyper spécifique. Par exemple, capitaliser une dimension d'aller vers sur lequel on met un focus hyper intéressant parce que c'était une stratégie d'intervention particulièrement intéressante dans le cadre d'une intervention en particulier. Et puis, dernier élément de la démarche dont je souhaitais vous parler, c'est aussi que cette démarche, en fait, elle permet de produire des productions de différents niveaux. Elle permet de produire des capitalisations d'intervention, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un document qui présente un projet et qui le raconte en détail, mais ce n'est pas le seul type de production auquel on peut aboutir. Il y a notamment tout ce qui s'appelle les analyses transversales, où là, c'est un travail de niveau de preuve aussi un peu plus élevé, où on produit plusieurs capitalisations sur une même thématique pour ensuite en tirer des enseignements transversaux. C'est par exemple ce qui a été mené dans le cadre du projet BECAP sur la prévention tabac, dont vous pouvez aussi retrouver l'analyse transversale sur le portail. Donc sur tous ces éléments-là, je serais ravie de répondre aussi à toutes vos questions, mais je vais dans un premier temps passer la parole à Céline. La place aussi. Merci bien. Et bonjour. Il faut le poser, c'est ça? Ouais, ça va être dur. Ça va être très, très dur. Donc, Béatrice m'avait dit, tu fais court. Et je me suis dit, si je devais en résumer, par quel mot je résumerais la capitalisation? Et je dirais enfin. Parce qu'en fait, on fait ça depuis des années à notre échelle, puisque du coup, c'était pas organisé. Et là, enfin, on va pouvoir partager au niveau national l'expérience de chacun et pouvoir s'appuyer sur les expériences qu'on a tous et toutes engrangées au fur et à mesure du temps, parce que ça fait longtemps que je suis à l'IREPS.
Alors, je voulais revenir dessus parce que pour moi, ça me paraît vraiment important, parce qu'on parle beaucoup du répertoire des interventions efficaces et prometteuses de Santé publique France. En plus, vous en avez parlé ce matin, me semble-t-il, puisque ma collègue était là et m'en a raconté quelques mots. Mais en fait, les deux répertoires, puisque c'est aussi un répertoire, la capitalisation du cours, sont nés en même temps et sont complémentaires l'un de l'autre, puisque les deux vont se nourrir sur le terrain. Et c'est important de pouvoir nourrir les deux. J'essaie d'aller vite, en fait. Je vais reprendre un peu ce que vous a présenté en dernier Béatrice, parce que c'est quelque chose du coup où l'IREP s'est investi. Alors on a un petit financement, ça répond aussi à la question, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour capitaliser les expériences de la région, mais c'est vraiment un tout petit financement, qui est déjà bien, hein, mais petit. Donc, il y a bien deux types de capitalisation. Il y a les fiches de capitalisation. Donc, c'est un projet. Euh, il va vous en présenter un, mais on va avoir un acteur et on va essayer de documenter ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils ont mis en place ce projet sur le terrain. Donc, on est bien sur documenter ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne pas. On n'est pas sur une évaluation. L'idée, c'est de capitaliser l'expérience de chacun. Et je dis souvent, on n'a jamais appris à marcher sans tomber. Et tomber, c'est enseigner comment est-ce qu'on pourrait marcher mieux par la suite. Et c'est exactement la même chose pour un projet. C'est ce qu'on rencontre tous les jours. En avançant, on essaye des choses. Certaines marchent, certaines ne marchent pas. Et c'est bien en cumulant l'expérience que nos projets grandissent. Et en cumulant l'expérience de tout le monde, on peut espérer que du coup, ils grandissent encore mieux. Et en contexte, ce qui est assez important, parce que c'est bien tout l'enjeu aussi de la capitalisation, c'est de questionner tout cet environnement, ce contexte, ça dépend comment est-ce qu'on l'appelle, et comment tout cela se met en jeu à cet endroit-là, à ce moment-là, dans un lieu précis et un moment précis. Tout ça pourquoi? Pour s'inspirer des expériences, des savoirs de tous les autres acteurs, mais aussi des publics, parce qu'on peut aussi interroger les publics lorsque l'on fait une capitalisation, de la même manière qu'on peut interroger les financeurs, parce que du coup, c'est un regard croisé sur une démarche, quelque chose qui s'est mis en place, un projet, pour pouvoir justement croiser ces différentes expériences, ces différentes volontés, en fait, et puis qu'est-ce que ce vers quoi ça a amené par la suite. Puis aussi la possibilité de documenter des choses qui n'ont pas encore été documentées par la science. Parce que la science ou la recherche expérimentale, elle se base aussi sur ce qui est expérimenté. Donc, avant de pouvoir l'analyser, encore faut-il pouvoir le tester. Et donc, on est bien sur cette continuité de l'un et de l'autre. Et c'est pas séparé l'un et l'autre. Je ne sais plus comment tu les appelles. Le projet de capitalisation, mais c'est aussi sur le site, ce que je vous ai mis le petit bandeau pour les retrouver, qui s'appelle Analyse transversale. Ça, c'est encore un niveau supérieur, c'est quand on prend les différentes fiches de capitalisation qui ont cet intérêt également sur un thème donné ou un axe donné et qu'on va pouvoir les regarder pour pouvoir comparer, additionner tous ces savoirs cumulés. Ça permet de faire ressortir des leviers d'intervention. De quelle manière, sur tel contexte, avec telle caractéristique, quand on fait comme ça va donner ça. Ou des freins. On prend parce que j'ai un exemple en tête, mais ça serait pas bien. De dégager des recommandations pour les acteurs ou les financeurs. Donc plutôt développer ce type de projet dans ce type de contexte, cette manière d'aller vers avec ce type de public. Des pistes explorées pour la recherche. J'ai vu la fiche de capitalisation dont j'ai perdu le nom, mais dont tu as parlé tout à l'heure. Bon, c'est intéressant, c'est une première expérimentation qui certainement s'appuie sur d'autres expérimentations qui ont eu lieu ailleurs. De toute manière, c'est toujours comme ça, on s'appuie toujours sur les savoirs des autres, hein, on ne fait jamais tout seul. Et comment on va pouvoir agrandir cela? Et puis pour éclairer la prise de décision publique, puisque ça fait partie de l'escarcelle des données que l'on peut prendre en compte, du coup.
Et comme je vous ai dit, elle m'avait dit, il faut faire très court. Et je me suis dit que le deuxième terme que j'utiliserais, bah, c'est ensemble, parce que du coup, ce site, ces fiches de capitalisation, elles peuvent que se compléter par nous tous. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est de le faire en Nouvelle-Aquitaine aussi. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit, il faut que tu interviennes. Euh, donc nous, moi, on est trois formés à l'IREF Nouvelle-Aquitaine. Il y a d'autres acteurs de Nouvelle-Aquitaine qui sont formés. Ce qui est toujours intéressant, bah, c'est de croiser les regards, de travailler ensemble pour justement pouvoir donner au national, mais aussi pour nous, des éléments pour faire grandir nos projets, pour augmenter les données qui sont accessibles pour les acteurs, ou pour, on utilise, ou en tout cas pour pouvoir inspirer les acteurs ou qu'on puisse les orienter vers ces données pour pouvoir augmenter la qualité des projets qui sont déployés sur le territoire. Donc effectivement, c'est un coût, la capitalisation, parce que c'est du temps. C'est beaucoup de temps, croyez-moi. Parce qu'il n'y a pas que le questionnement que l'on fait vis-à-vis de l'acteur. Parce elle dit c'est 2-3 heures, mais en fait c'est 2-3 heures. Puis après on rédige, puis après on se dit ah, mais il faudrait que j'aille questionner si. Donc en fait on y retourne. C'était un peu long. Il pourra vous le dire, Bastien, mais c'est un peu plus long que cela. Et c'est que ça questionne beaucoup, et pour nous, enfin, c'est très riche pour les capitalisateurs. C'est pas beau, c'est vrai, c'est pas beau. Et je pense que c'est très riche, en tout cas, moi, c'est ce que m'ont dit les personnes qu'on a capitalisées, de revenir sur son projet, de se poser enfin, parce qu'on n'a jamais le temps de se poser sur un projet, d'aller se questionner sur des choses qu'on fait sans même avoir conscience qu'il y a un sens. Ah, pourquoi est-ce que je le fais de telle ou telle manière, en fait? Parce nous, on a bien réfléchi, on a tout intériorisé et on avance. Et à pouvoir le partager aux autres. Donc, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'il y ait plusieurs capitalisateurs, capitalisatrices, enfin, peu importe le terme, capsters, capstrices, ça serait peut-être plus long, je sais pas. Et qu'on puisse faire des capitalisations, que ce soit des capitalisations simples ou des projets de capitalisation sur le territoire pour mettre en avant tout ce que vous pouvez déjà faire. Et je ne sais pas quel temps j'ai utilisé, mais bon, voilà. Bastien ouais. 10 minutes. Ouais. Bon, allez. Trop simple. Donc, Bastien Blanchet, je suis animateur en santé publique au Centre hospitalier des Pyrénées, donc un établissement public de santé mentale, l'équivalent de Charles Perrin, mais à Pau, en fait. Voilà. Et donc oui, effectivement, je me suis formé avec Céline à la démarche de capitalisation des expériences en santé en mai dernier. Voilà, donc il fallait essayer sur une action. Et du coup, moi, j'avais choisi Tout un chemin. Donc Tout un chemin, pour ceux qui étaient au colloque de la Coréade en mars, c'est le court-métrage qui vous avait été présenté, voilà, et que du coup, j'ai continué la démarche sur ce projet-là, qui marche bien. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc Tout un chemin, c'est un court-métrage qui a été réalisé par des patientes, en fait, qui étaient prises en charge en addicto. Donc, en fait, c'est des personnes qui ont des pathologies duelles. C'est d'une part, ils ont un problème d'addiction, mais ils ont aussi une pathologie psychiatrique, ils sont en souffrance psychique. Et en fait, le constat qu'il y avait eu en 2018 par l'infirmière addictologue, c'était que il y avait le mois sans tabac qui existait. On faisait déjà des actions depuis 2016 sur l'établissement, mais les grands discours nationaux n'étaient pas forcément perçus par nos usagers sur l'établissement. C'était des messages en fait qui leur passaient complètement au-dessus et ne s'y retrouvaient pas du tout dans cette démarche. Donc en fait, à l'époque, elle s'était demandé, tiens, qu'est-ce qui pourrait marcher? Mais elle avait aussi pressenti qu'il y avait des patients qui avaient envie aussi de témoigner, eux, de leur réalité. Et en fait, tout ça a coïncidé en même temps avec l'ouverture d'un hôpital de jour en addictologie sur l'établissement. Donc du coup, Chantal Castin, qui est infirmière porteuse du projet, a décidé d'écrire un projet. Il y avait la notion de pérénance qui était un petit peu d'actualité à l'époque en plus, donc voilà, elle a fait les liens avec ça et germé l'idée de créer un film et de s'appuyer sur l'hôpital de jour, la file active de l'hôpital de jour, pour créer ce film. Et en fait, pour créer le film, on a dû aller chercher un partenaire qui est la Cuma Movie, donc qui est une association loi 1901 qui est basée sur Pau et qui s'occupe de tout ce qui est mise à disposition et facilitateur pour les projets culturels et notamment en s'inscrivant dans
comment dire, l'éducation populaire. Voilà. Donc, en fait, vraiment, ils mettent des caméras dans les mains des gens ou du matériel d'enregistrement et les accompagnent à créer des projets. Et donc après, on a eu des patients. Au début, il y en avait à peu près 8 pour au final finir à vraiment 4 patients qui ont vraiment participé jusqu'au bout à la création du film et 3 patients qui continuent encore aujourd'hui. Donc ce projet, en fait, il s'est fait en 2 grandes étapes. Il y a une première étape de production, de réalisation du film qui s'est faite de 2020 jusqu'à 2021. Ça s'est finalisé quand moi je suis arrivé sur l'établissement, en fait. Parce qu'il y a eu le confinement entre-temps, donc voilà, tout ce qui avec voilà, tout ce que ça a engendré, en fait, ils ont continué de produire le film en utilisant WhatsApp, par exemple, en gardant le lien. Et aujourd'hui, on a une deuxième phase, la phase de diffusion, où en fait, on continue sur les grandes campagnes de diffuser le film Tout un chemin. Et les patientes qui ont réalisé le film continuent de venir et de témoigner en fait derrière. Donc en général, ça dure 1 heure à peu près la séance. Il y a 10-12 minutes de film et après 50 minutes d'échange. Voilà. J'essaie de résumer rapidement, c'est bon pour tout le monde. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est ça. Sur un projet qui n'était pas forcément pensé à fond sur qu'est-ce que ça va produire, en fait, hein, ça s'est fait un petit peu comme ça. Ça a fourni quand même pas mal de résultats assez intéressants sur la démarche de capitalisation. Donc aujourd'hui, en fait, on continue encore de diffuser ce film depuis un projet initié en 2019. Aujourd'hui, il y a encore sur les grandes campagnes, Moi sans tabac et 31 mai journée mondiale sans tabac, à chaque fois, on fait des diffusions, soit à l'hôpital auprès de nos patients et de leurs unités, ou sinon aussi hors les murs. Il y a 2 semaines, par exemple, on est au centre social sur Billère, hein, qui est un petit village à côté de Pau, auprès du groupe de jeunes d'aide aux devoirs, voilà, et avec qui ça a hyper bien matché. Ce qui en est ressorti aussi de la capitalisation, c'est qu'en fait, les patientes, elles sont vraiment montées en compétences. Que ce soit l'infirmière porteuse du projet, que ce soit la réalisatrice, ou même les patientes elles-mêmes, elles en témoignent que vraiment la création de ce film, d'avoir pu occuper une place en fait de réalisateur, donner des idées, expérimenter, pouvoir dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, pouvoir vraiment appuyer ses idées, ça en fait vraiment une démarche d'empowerment par rapport aux patientes. Et ça va jusqu'au point où une des 3 patientes aujourd'hui cherche à s'engager dans une démarche pour devenir médiatrice santé-père en addictologie. Bon, ça n'a pas encore abouti. Ça fait 2 ans qu'elle se présente, ça fait 2 ans qu'elle est obligée de finalement retirer sa candidature pour des raisons personnelles, mais en tout cas, voilà, le film en fait a permis pour elle d'expérimenter justement la pérédance auprès d'autres gens et de se dire bah, finalement si j'en faisais aujourd'hui mon métier. Et donc du coup, en fait, ce projet est vraiment perçu comme un moyen de réhabilitation pour les patientes et aussi par les professionnels. Et d'un autre point qui est vraiment ressorti, c'est que finalement, en addictologie, les professionnels avaient leur réalité des patients. Mais en fait, de par ce film, l'image que se faisaient les soignants de la réalité des patients a été vraiment chamboulée. En fait, c'est-à-dire finalement, c'est plus comme ça. En fait, ça a vraiment permis aux professionnels de se dire, bah, en fait, c'est plus ça la réalité. Et c'est ce qui est assez fort dans le film, d'ailleurs, c'est que quand on le diffuse avec des patients, bah, certains s'y retrouvent complètement finalement. Le film, après, il est en libre accès, hein, vous pouvez le voir et ça va faire votre avis. Mais en fait, ça a aussi permis, sur des séances derrière, de patients qui étaient en une situation complexe, et bah, de les rattraper. Et derrière, ils ont accepté en fait, finalement, de s'engager dans une démarche de prise en soin de leur addiction. Ensuite, on a pu de la démarche de capitalisation, donc il y a les résultats qui sortent, pressentis en tout cas par les personnes interrogées, mais aussi, comme vous l'a dit Céline et Béatrice, on repère aussi les freins et les leviers. Et ça, comme opérateur, moi je trouve que c'est hyper intéressant justement derrière pour quand on veut mettre en place une action, à quoi on va se confronter, sur quoi je peux m'appuyer pour que ça marche et à quoi il faut que je fasse attention. Donc le premier, c'était le rôle important du partenaire dans la construction. Donc la Cuma Movie, en fait, de par leur approche d'éducation populaire, ont vraiment permis aux patients d'expérimenter. Et vraiment, c'est elles qui ont réalisé le film à 90%. En fait. À part le montage, tout ce qui est prise de son, prise de vue, le choix de telle scène, de tel plan, c'est vraiment que les patientes, en fait. Et le fait que les patientes ont pu autant s'investir dans ce projet fait qu'aujourd'hui, il marche, en fait. Et c'est vraiment cette approche-là qui a permis
le projet donne de bons résultats. Le travail s'est fait avec un groupe restreint de patients. Au début, c'était 8, elles ont fini à 3, mais le fait que ce soit quand même un tout petit groupe aussi, ça fait partie des leviers de dire que chacun dans le groupe, en fait, pouvait trouver sa place. Voilà. Au moment du recrutement, donc effectivement, c'était des patients qui étaient inscrits dans une démarche de soins sur un hôpital de jour en addictologie. Mais parmi les patients, en fait, quand même, ce qu'on remarque, c'était que ceux qui ont participé jusqu'au bout, c'est ceux qui avaient vraiment une volonté de témoigner, en fait. Si le patient n'a pas forcément cette envie-là et cette optique-là à la fin, bah, ça marche pas. Voilà. Et l'autre levier, donc c'était la temporalité suffisante. Effectivement, le Covid a rallongé du coup la durée du projet sur la réalisation, ce qui est finalement une bonne chose. Et la souplesse aussi dans le processus de construction. Le confinement a demandé beaucoup de changements, d'adaptations, et en fait cette souplesse-là, ça a permis aussi de retravailler peut-être différemment le film que si on l'avait produit initialement en 2 mois. Parce qu'en fait, les patientes, au cours de leur démarche de prise en soins, ont avancé elles aussi, ont cheminé, et finalement, ce cheminement, on le retrouve aussi dans le film. Par contre, voilà, un certain nombre de freins. Donc, ceux qui sont au milieu hospitalier peuvent, je pense, comprendre le premier. C'est le manque de soutien institutionnel pendant la phase de production, où voilà, c'est une infirmière seule qui a un peu porté le projet à bout de bras sur la première phase. Et sur la deuxième phase, ah bah oui, bravo, c'est bien. Non, en vrai, le soutien institutionnel, quand même, est un levier qu'il faut. Enfin, voilà, c'est un frein quand il est absent et ça peut vraiment être un levier quand il est là. Des difficultés aujourd'hui pour mobiliser le public. Alors c'est vrai que ça c'est plus sur les diffusions hors les murs, hein. On a connu quelques petits échecs, mais voilà, on programme des séances, on fait venir les patientes, tout le monde est là, mais sauf le public. Donc ça c'est notre aspect de communication et mobilisation du public qui reste à travailler. Aussi un frein par rapport à ce type de projet, d'investir des patients dans la création d'un outil et que derrière on va l'utiliser, le fait qu'il n'y ait pas de finalité, ça peut être perçu comme quelque chose qui n'est pas forcément sécurisant, en tout cas pour les personnes en souffrance psychique, le fait que voilà, ça va se passer comme ça, puis on verra bien, des fois ça peut être aussi un frein pour certains. Et donc voilà, la période de confinement qui a pu être aussi un petit peu un frein, on en a perdu certains, voilà, le fait d'être confiné chez soi, ça n'a pas aidé certains patients à continuer de s'impliquer. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la capitalisation de tout un chemin. La fiche, elle sera disponible avant la fin de l'année parce qu'elle est finie. Donc vous pourrez la retrouver sur le portail CAPS et puis je la ferai passer peut-être à Margot, comme ça si tu veux la diffuser. Et comme ça, dedans, vous avez le lien vers le film. Alors je sais pas si vous avez on fera des questions peut-être après. Sur, ouais. Et le retour d'expérience, c'était un peu comme Céline, dire à quoi sert. C'était ça qu'on avait dit, je crois. Ouais. Donc en fait, ce qui est intéressant, alors la captation, effectivement, c'est vrai que ça prend du temps. Pour tout un chemin, j'ai fait trois entretiens, donc c'est très long, parce que derrière, il faut les réécrire, en tout cas les retranscrire d'une manière ou d'une autre, les analyser les verbatim, faire toute la phase de production. Donc c'est vrai que c'est assez chronophage. Et pour autant, ça permet quand même aujourd'hui ce projet, en fait, il est arrivé à un point et le fait de le capitaliser, ça a permis d'amener autre chose aussi, de continuer sur tout ce qui est démarche de valorisation, de faire connaître ce projet. C'est vrai que quand j'ai regardé au début sur le portail CAP s'il en existait des projets de ce type-là, il n'y en avait pas encore, en tout cas sur la création d'outils. Donc voilà, c'était la première fiche comme ça, et je me dis que ça peut être intéressant pour une autre équipe d'addictologie ou même d'un autre champ, voilà, de se dire tiens, si j'avais envie de créer un outil avec des patients, à quoi il faudrait que je fasse attention. Donc et en fait c'est vrai que moi pour le côté plutôt opérateur, de connaître les freins et les leviers à l'avance, c'est vrai que c'est une bonne chose en fait, parce que des fois il y a des choses auxquelles on ne pense pas, et donc ça c'est assez intéressant. Donc ça, on le trouve pas mal sur les portails CAPS. Et en fait, aussi en tant qu'opérateur, du coup, le portail CAPS, c'est aussi assez intéressant. C'est de se dire, aujourd'hui, j'ai des commandes qui arrivent, moi, d'unités sur des projets qu'elles aimeraient mettre en place. Et le fait de se dire, tiens, par exemple, vie affective et sexuelle, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Qu'est-ce qui existe, en fait? Et le fait d'aller questionner cette ressource-là, c'est assez intéressant, en fait, pour vraiment le côté très opérationnel. Voilà. Alors justement, le portail, il faut des contributeurs, parce que vie affective et sexuelle, il n'y a pas tant de fiches que ça, pour l'instant. Et voilà, donc c'est vrai que s'il y en a qui veulent devenir capitalisateur ou capster, voilà, pour qu'on un terme, c'est franchement de son poil, parce que c'est très intéressant en fait, ça permet aussi d'aller beaucoup plus loin dans ces actions, dans les actions qu'on porte. Voilà.